Bonjour, bienvenue aux 21 jours de bien-être avec doTERRA. Je suis Camilla Hadley et j'anime la cuisine santé de Camille. Je suis praticienne en nutrition vivante et je vais vous présenter les 10 commandements pour un régime plus sain. J'espère que vous allez tous bien cet après-midi. Je suis très heureuse d'être ici. Je prends un peu de Citrus Bliss. Allons-y, les 10 commandements pour un régime plus sain. En tout premier, mangez plus de fruits et de légumes. C'est la façon la plus simple d'assimiler des vitamines et des minéraux. Ils sont très utiles pour la gestion du poids. Ils sont plus faibles en calories évidemment que les aliments transformés. Ils sont faciles à digérer et bénéfiques à la bonne flore bactérienne que nous savons indispensable à une bonne immunité. Et ça, c'est chouette. Bah oui, mais si vous n'aimez pas les fruits et les légumes, parce que je sais que certains ne sont pas de grands amateurs, c'est là que j'interviens, avec des façons créatives d'introduire des fruits et des légumes dans vos routines quotidiennes. Celle que je préfère, c'est de faire des jus. J'adore vraiment ça. J'en fais au moins 5 fois par semaine. C'est le bonbon du matin avant le petit déjeuner. Je fais plutôt des jus de fruits et légumes ou juste des jus de légumes. Parfois, je suis une recette si je trouve quelque chose d'intéressant. Parfois, je regarde juste ce qu'il y a dans le frigo et je compose avec. Je suis plutôt créative, donc pour moi, c'est agréable de mixer et d'associer différents aliments. C'est toujours une aventure. En ayant appris ce qui se mélange bien ensemble et ce qui s'associe moins bien, je peux créer de merveilleux jus. Une autre chose que vous pouvez faire, ce sont des smoothies. Vous pouvez ajouter des choses comme un avocat à un smoothie. Et les avocats s'associent très bien avec le chocolat. Donc, si vous avez envie d'un bon smoothie au chocolat, vous pouvez y intégrer un avocat en morceaux. Ainsi, vous avez une portion de fruits avec votre smoothie. Je vous suggère aussi d'essayer des choses comme les nouilles végétales. Les courgettes sont super pour faire des nouilles. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une petite julienne à légumes. Vous pouvez éventuellement acheter une machine à nouilles végétales et remplacer la pâte par les courgettes. Vous pouvez aussi faire moitié-moitié, pâte de riz par exemple et courgettes, et puis augmenter la quantité de courgettes et diminuer la quantité de pâte de riz jusqu'à la remplacer entièrement. Les courgettes sont utiles pour remplacer les feuilles de lasagne aussi. Vous pourrez donc les utiliser comme ça. Les aubergines sont aussi fantastiques pour ça. C'est donc une autre manière d'augmenter votre consommation de légumes. Le chou-fleur est super pour remplacer le riz. Il vous faut un robot ou une râpe. Vous pouvez le mettre dedans et faire très rapidement du riz de chou-fleur. Vous pouvez ajouter des légumes dans vos casseroles, dans différentes sauces. Vous pouvez mélanger un peu de légumes dans vos sauces et les utiliser à la place, par exemple, de la farine pour épaissir la sauce. C'est très bon. Les soupes de légumes aussi, particulièrement bonnes en cette saison, quand nous voulons quelque chose de chaud et quelque chose de sain. Voilà, ce que j'essaye de faire, par exemple, si vous mangez des œufs,
et j'en mange, c'est d'ajouter des légumes dans mes omelettes. Donc des légumes comme des courgettes, des champignons, des oignons, des asperges, elles s'associent vraiment bien. Je mange ça avec une salade, par exemple. Vous pouvez utiliser de belles feuilles de laitue pour faire des wraps. Les bonnes idées sont là. Il suffit d'être créative et de s'amuser un peu dans la cuisine. Parce que je pense que c'est surtout ça. Second commandement, augmentez votre apport en fibres. Les fibres sont aussi connues comme du fourrage. Ce sont des hydrates de carbone contenus dans les végétaux. Ils sont indispensables à notre santé intestinale. Ils aident à nettoyer les intestins et à évacuer les sels. Avoir un bon taux de fibres peut aussi aider à diminuer le niveau de diabète de type 2, les problèmes de cœur, les AVC, les cancers de l'intestin. C'est un aspect très important de notre régime alimentaire. Comment augmenter l'apport de fibres? Eh bien, en mangeant plus de fruits et de légumes. Parce que nous savons que ce sont les végétaux qui apportent les fibres. Donc, essayez d'avoir au moins un repas cru par jour. Vous pouvez ajouter, par exemple, des lentilles, des légumes secs. Vous pouvez les manger en salade. Vous pouvez utiliser des graines entières, par exemple. Je suis polonaise et nous produisons beaucoup de farine de sarrasin en Pologne. Si vous n'avez jamais goûté, essayez. Il y a aussi le quinoa, l'amarante, les produits sans gluten. Vous pouvez les substituer aux farines blanches, riz et pâtes. Vous pouvez aussi augmenter l'apport de fibres avec des pruneaux secs, c'est très bon. Vous pouvez commencer à manger des graines de chia, des noix aussi. Ce sont de bonnes sources de fibres. Personnellement, j'ai tendance à faire tremper les noix et les graines de chia avant de les manger. Ça facilite la digestion. En troisième, on parle d'apport en oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels qu'on trouve dans les poissons gras et des sources végétales comme les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre, les noix, les choux de Bruxelles, les huiles d'algues. Je recommande d'utiliser les sources végétales d'oméga 3, mais si vous mangez du poisson, vous en trouvez dans le maquereau, le saumon, les poissons très gras. Je conseillerais toujours de préférer les poissons sauvages plutôt que bio, parce que très souvent, les poissons bio viennent d'élevage. C'est de la production de masse et c'est donc moins sain que du poisson sauvage. Donc, si vous voulez manger du poisson, choisissez sans réserve du poisson sauvage. Les oméga 3 eux-mêmes sont très anti-inflammatoires. Ils ont des propriétés hautement anti-inflammatoires. Ils sont indispensables pour tant de choses. La synthèse des hormones, la santé oculaire, la santé de la peau, la santé du cerveau, pour la grossesse et les nourrissons. Les femmes qui essayent d'être enceintes devraient toujours avoir un bon taux d'oméga 3. Ils aident aussi les enfants TDAH. Ils diminuent les risques de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques et le diabète de type 1. Ils sont aussi importants pour le cœur, pour le bon cholestérol du cœur, le HDL. C'est vraiment intéressant de faire attention aux apports en oméga 3. En 4, nous parlons de réduire la consommation de sel.
Clairement, cela dépend de la qualité du sel utilisé. Certains sels sont plus intéressants que d'autres. Si vous utilisez du sel de table, vous devriez arrêter. Vous devriez arrêter tout de suite car le sel de table est très transformé et mauvais pour la santé. Il est lié aux maladies cardiovasculaires, crise cardiaque, coronarienne, hypertension, AVC. Arrêtez. Vous pouvez utiliser à la place du sel des îles Caïmans, qui est vraiment bon et riche en minéraux, ou du sel français de Camargue. C'est une bonne source de magnésium et beaucoup de gens ont des carences en magnésium, en particulier les buveurs de café. Les bons sels aident également à réguler la pression sanguine et aident à garder un pH sain. Je commence ma journée avec un verre d'eau salée, avec du sel de l'Himalaya, un peu de chlorophylle et de l'huile essentielle de citron doTERRA. En ce moment, je fais une cure de détox. J'ai remplacé l'huile essentielle de citron par Zanducrine. Mais l'eau salée dans un estomac vide, c'est super, car cela favorise la motilité intestinale, ça élimine la fringale matinale pendant 30 à 40 minutes, et c'est le moment où vous pouvez réellement vous concentrer sur l'hydratation. Je voudrais maintenant faire le point sur manger beaucoup moins de graisses saturées. La plupart des huiles et corps gras contiennent des graisses saturées et insaturées dans diverses proportions. La clé est d'être malin avec les corps gras et de choisir le bon produit. Qui sont les mauvaises graisses? Les corps gras de cuisine, toutes les huiles végétales, huile de tournesol, huile de colza, huile de palme. Où les trouve-t-on? Dans pratiquement tous les aliments transformés. Dans la friture, les burgers, les glaces, parfois les beurres de noix aussi, la viande et le fromage. Les graisses trans sont aussi mauvaises. On les trouve dans beaucoup de pâtisseries, comme les croissants ou les tartes et les choses comme ça. J'ai complètement exclu ces produits de mon alimentation. Mais je connais des personnes qui consomment de grandes quantités de graisse avec les régimes céto. Ils grossissent et mangent de la viande et du fromage que je viens de signaler comme une mauvaise graisse. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout la bonne proportion et ce que vous en faites qui importe. Dans le cas du régime céto, il faut surtout être sûr de manger les bonnes proportions. Manger de mauvaises graisses, nous le savons, est lié à une mauvaise santé cardiovasculaire, un fort taux de cholestérol, obésité, diabète de type 2, maladie du foie gras. Et ces maladies sont de plus en plus présentes chez les jeunes. Et malheureusement, le Royaume-Uni est un des leaders en matière de taux d'obésité chez les enfants. Évidemment, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons être sûrs que nos enfants et nous mangeons de bonnes graisses. Donc, remplacer ces mauvaises graisses par les bonnes devrait retenir notre attention. Quelles sont les bonnes graisses? Les graisses mono- et polyinsaturées et les aliments avec un faible taux de graisse saturée. Donc, les avocats, les huiles pressées à froid, olives, lin, noix sont les meilleurs. Et aussi, si vous mangez du poisson, les poissons gras sauvages, comme les saumons et les maquereaux. L'huile de noix de coco est une graisse saturée, mais si vous en avez de bonne qualité, pressée à froid et crue, c'est très bon. Et vous devriez l'inclure dans votre régime. J'ai changé une grande partie de mes huiles pour l'huile de noix de coco. Donc si je fais une légère friture, c'est elle que je vais utiliser. Je l'aime beaucoup. Certains n'aiment pas son goût. Ok, mais je pense que c'est bien d'essayer.
Bien sûr, manger de bonnes graisses à la place des mauvaises va améliorer votre santé cardiovasculaire, va diminuer le LDL cholestérol, qui est le mauvais, va aider à diminuer le diabète. Donc, si vous avez l'une de ces indications, changer pour de bonnes graisses est vraiment important. Il faut cependant noter que toutes les graisses, même les bonnes, doivent être consommées avec modération. Donc, par exemple, quand je fais une salade ou un bol de Bouddha ou quelque chose dans lequel il y a déjà des avocats, je n'utilise pas d'autre huile. Quand je fais des vinaigrettes, j'utilise plutôt du citron ou des jus d'aliments fermentés que j'ajoute à la salade, ou j'utilise un miso comme base à ma vinaigrette. Toutes les graisses doivent être envisagées avec modération. Numéro 6, réduire les sucres. Et encore une fois, c'est très important. Dans un monde idéal, notre taux de sucre serait stable au cours de la journée. Et quand vous mangez, le taux de sucre augmente un peu. Et là, l'insuline intervient pour ramener le taux de sucre légèrement plus bas. Et puis, il se stabilise. Et quand vous mangez, il remonte à nouveau, puis redescend, comme une petite vague. Ok ? C'est ce qui arrive quand vous avez un régime parfait. C'est le monde idéal. Les problèmes arrivent quand vous prenez un aliment riche en sucre, comme, je ne sais pas, un muffin ou un croissant ou un burger ou des chips ou même un café ou de la glace. Quelque chose qui va provoquer un pic de sucre. Donc, au lieu que le taux de sucre fasse de petites vagues, il va faire un gros pic et il va crever le plafond. Et ce qu'il va se passer, c'est que l'insuline va être libérée et repousser le taux de sucre vers le bas assez violemment. Et ce qui vous arrive à court terme, ce sont les fringales. Vous cherchez votre prochaine dose de sucre, vous commencez à être un peu nerveux, voire irritable, borderline, peut-être agressif. Vous avez juste besoin de manger quelque chose. Ce genre de sentiment de malaise. Bon, si ça arrive parfois, ok, vous pouvez manger quelque chose et calmer le jeu. Mais si vous faites ça tout le temps, votre corps peut devenir insulo-résistant. Et c'est ce qui peut conduire à l'obésité et au diabète de type 2. Nous devrions toujours faire attention à notre taux de sucre dans le sang pour qu'il soit comme cette petite vague. Jamais de pic haut, bas, d'accord ? Parce qu'une fois que vous avez un pic, vous recherchez une nouvelle dose et vous n'avez même pas utilisé cette énergie apportée à votre corps et vous allez encore ajouter de l'énergie, ouais, parce que vous recherchez votre dose. Et alors, cette dose vous emmène encore de l'énergie et ça passe, vous cherchez une nouvelle dose et vous n'avez même pas brûlé cette énergie du second grignotage. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes avec l'obésité. C'est pourquoi il est très important de réduire le sucre et les aliments qui provoquent des pics de sucre. J'étais quelque part dépendante au sucre. J'étais obèse, limite diabétique. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passait pour moi, d'abord, j'ai été dévastée. Ensuite, ça m'a poussée à étudier la nutrition et à comprendre un peu mieux mon corps. Donc, quels aliments diminuer quand il s'agit de sucre? Définitivement, tout ce qui contient le mot sucre. Ça peut être votre soda, comme les boissons gazeuses, la glace, les biscuits et ce qui y ressemble, mais aussi les boissons caféinées, les aliments fruits, les glucides transformés, c'est le principal. Si vous voulez remplacer le sucre, si vous aimez toujours avoir un petit bout de biscuit ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser du xylitol à la place. D'autres utilisent le stevia.
Je ne suis pas très fan de stevia car je lui trouve un arrière-goût, mais certains le préfèrent. Le lucuma, la poudre et le sirop de yacon sont de bons remplaçants pour le sucre. Il est aussi important de réduire les sucres naturels, les fruits très sucrés, surtout si vous avez un diabète déclaré ou si vous luttez contre l'obésité. Remplacez-les par des fruits pauvres en sucre, comme les pamplemousses, les kiwis, les baies et autres. Numéro 7, boire plus d'eau. Je sais que ça semble être un cliché, mais l'hydratation, eh oui, c'est la clé pour un régime plus sain. Cela a un impact massif sur le cerveau et les fonctions cognitives. Elles sont affectées si vous êtes déshydraté. De plus, si vous gardez votre corps bien hydraté, vos organes fonctionneront correctement. Les articulations seront correctement lubrifiées pour fonctionner. Les nutriments que vous consommerez et qui accompagnent les aliments sont effectivement emmenés aux cellules. De même pour l'oxygène. Donc cela aide le cerveau également. Un corps bien hydraté surmonte les infections bien plus rapidement. Ces 3 derniers jours, j'étais alitée et tout ce que je faisais, c'était boire de l'eau. Une bonne hydratation garde notre poids sous contrôle. Il aide à la gestion du poids et garde notre peau beaucoup plus belle. Nous aimons tous, peut-être pas tous, mais beaucoup de femmes sont obnubilées par les crèmes pour le visage pour hydrater la peau. Mais en fait, l'hydratation interne est autant importante. L'hydratation est aussi de gros avantages pour la santé mentale. Il ne faut pas l'oublier. Car lorsque nous sommes bien hydratés, nous dormons beaucoup mieux. Ça réduit le risque d'anxiété et de dépression et les baisses de morale. Si vous êtes mal hydraté, votre cerveau libère des hormones de stress parce que le cerveau a besoin d'eau. Nous ne voulons pas être stressés et nous ne voulons pas que les hormones du stress soient libérées. Parce que sur le long terme, ça aura des impacts négatifs sur notre corps. Donc si vous ne buvez pas assez d'eau et si vous voulez vous y mettre, mais que vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez prendre un verre, prendre une bouteille et la remplir le matin. Si vous commencez à travailler, mettez une alarme dans 1 heure. Et en 1 heure, vous devez avoir bu cette eau. Si l'alarme sonne et qu'il reste encore une demi-bouteille, finissez-la et remplissez-la à nouveau. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau, et ça arrive, chez doTERRA, nous avons des solutions pour vous. Ajoutez de l'orange douce, du citron. Vous pouvez vraiment faire tout ce qui vous tente. Il y a plein de possibilités avec les huiles essentielles. La prochaine chose dont je veux vous parler, c'est d'être conscient de votre consommation d'alcool. C'est le numéro 8 et je voudrais vous partager une histoire qui m'est arrivée. Il y a 3 mois environ, nous traversions la route sur les passages cloutés en pleine journée, belle journée, samedi. Le feu était vert pour traverser et d'un coup, cette voiture est arrivée de nulle part et nous a percutés, tous les deux, et nous avons été grièvement blessés. Ça a été un moment très difficile pour nous, pour les premières semaines. Je vous parle de ça pour la consommation d'alcool car, comme nous sommes rentrés de l'hôpital, le premier soir nous avons pensé « Oh, nous avons besoin d'un verre de vin pour relâcher la pression. »
et nous l'avons pris. Et le jour suivant, nous avons pensé, peut-être nous avons besoin d'un autre verre de vin. Et ensuite, honnêtement, non. Et pendant les 3 mois suivant l'accident, j'aurais trouvé que chaque jour était un bon jour pour prendre un verre de vin, car c'était ce que je ressentais. Et je ne voulais rien ressentir, je voulais être juste engourdie. Et si ça n'avait pas été moi, peut-être que j'aurais suivi ce chemin, parce que je suis consciente du fonctionnement de ces émotions et des manières de faire descendre le stress. Sans utiliser l'alcool, ça n'est pas arrivé. Pour moi, la consommation d'alcool n'est pas forcément une question de quantité. Si, bien sûr, ça l'est. Mais je pense que c'est aussi très important de savoir pourquoi vous voulez ce verre. C'est certainement différent si vous allez à un anniversaire, si vous êtes dans un contexte social et que vous levez un toast, c'est super. Si vous fêtez, je ne sais pas, un départ en vacances, vous pouvez vouloir prendre un verre. Mais je pense qu'il est très important que vous connaissiez vos limites et que vous ne cédiez pas, que vous ne laissiez pas vos émotions s'immiscer entre la boisson et vous. Si vous êtes dans un contexte festif et que vous ne voulez pas boire, ne cédez pas à la pression sociale. Voilà pour la consommation d'alcool. Numéro 9. Il s'agit d'augmenter votre apport en vitamines et minéraux. Et nous savons que les minéraux et les vitamines sont primordiaux pour la santé. Ils impactent tous les systèmes de tous les organes de notre corps. Et quand il s'agit de ça, la meilleure façon d'augmenter la quantité, c'est, comme je le dis, de nettoyer son régime. Ajoutez autant que possible des fruits et des légumes à votre routine, surtout crus. Quand c'est possible, utilisez les bio, surtout pour les baies, les agrumes, les pommes, les poires, les épinards, les choux frisés. Ces aliments sont souvent très riches en pesticides s'ils ne sont pas bio. Regardez ce que l'on appelle les Dirty Dozen et cela vous dira quels aliments il vaut mieux acheter bio quand c'est possible. Essayez de manger local, des aliments peu transportés. Car, bien sûr, plus l'aliment est frais, meilleur il est. Plus il reste sur une étagère, plus il perd ses vitamines et minéraux. Donc, si vous avez un producteur local et que vous pouvez avoir un panier végétal chaque semaine, c'est une bonne option à envisager. Comme je l'ai déjà dit, le sel de l'Himalaya apporte 84 minéraux. Il est donc important d'inclure des sels sains dans votre régime. Et mon petit préféré, manger du chocolat cru. Oui, manger du chocolat. Je fais moi-même mon chocolat. C'est une de mes passions, c'est mon hobby. Je recommande à tout le monde de rajouter du chocolat cru de très bonne qualité dans son régime. Le cacao est l'un des super aliments. Il contient des taux importants de minéraux et vitamines. C'est l'aliment numéro 1 en magnésium. Il est très riche en fer, en manganèse, en zinc. Il est fantastique. Numéro 10, il s'agit de faire plus d'exercice. Nous savons que l'exercice réduit le risque de toutes sortes de maladies graves, principalement les maladies cardiaques, parfois aussi de cancer et même de démence. Nous savons aussi que l'exercice va permettre à notre corps de produire des endorphines qui nous rendent heureux. Alors, quand il s'agit de faire de l'exercice, mon conseil est de trouver celui qui va le mieux être adapté à vous.
Je vais vous donner un exemple personnel. Je ne suis pas très fan de course à pied et je sais que c'est très à la mode en ce moment et tout le monde me poussait à en faire. Oh, tu devrais courir, c'est super. Je sais que c'est super et je ne fais pas une croix dessus, mais ce n'est pas forcément super pour moi parce que simplement je n'aime pas ça et je ne veux pas être poussée à le faire. Ce que j'aime vraiment, c'est rebondir. Rebondir ou faire de l'exercice avec un petit trampoline, c'est amusant, ça me rend heureuse et je me sens comme une grande enfant. Je suis absolument fan de ça. Il n'y a pas la pression que je ressens à faire de l'exercice. C'est quelque chose que j'attends après le travail et que j'aime faire. Ça a un faible impact sur les articulations, je peux le faire chez moi. Un truc super! Essayez différentes choses. Voyez ce qui fonctionne pour vous et votre corps. Et pour ça, vous pouvez faire une promenade. Vous devriez commencer par marcher et commencer par 15, peut-être 20 minutes de marche chaque jour. Commencez juste avec votre pâté de maison. Vous n'avez pas à aller loin et puis augmentez. Quoi que vous fassiez en ce qui concerne la nourriture ou votre régime, s'il vous plaît, assurez-vous que ce soit toujours en accord avec qui vous êtes et comment vous vous sentez. Ok? C'est toujours facile de donner un conseil, mais je pense que vous avez vraiment besoin de sentir que c'est le bon conseil pour vous. C'est une des raisons qui font que j'aime travailler en individuel avec les clients, car les conseils que je donne sont sur mesure. Soyez ouverts d'esprit quand il s'agit de nourriture. Choisissez plutôt des aliments simples que transformés. Ce que je dis toujours, c'est prenez du recul pour faire un pas en avant. Ralentissez un peu lorsqu'il s'agit de nourriture et soyez conscient de ce que vous mettez dans votre corps. Travaillez sur votre amour-propre. Je pense que beaucoup de nos choix alimentaires sont liés à notre amour-propre. Parfois, nous ne nous soucions vraiment pas de ce que nous mangeons. Nous ne nous aimons pas et nous n'aimons pas notre corps. Nous n'apprécions pas tout ce que notre corps fait pour nous. Alors, donnez-vous des aliments qui vous rendront heureux, qui vous donneront de l'énergie, pas une gueule de bois mentale et physique. Des aliments qui vous font sentir mal après les avoir mangés. Faites-vous une belle tasse de chocolat et dites-moi si vous avez aimé cette présentation. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous voulez discuter des huiles doTERRA mais ne savez pas comment, laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère qu'on se verra bientôt. Bye!